Bonsoir à tous et chacun. C'est un plaisir énorme de vous retrouver en forme en face de vous pour les comptes de votre émission que vous aimez bien sur la chaîne de référence. Il s'agit de l'émission Les Rendez-vous, émission sociopolitique. Alors, pour les numéros de ce soir, nous avons le plaisir d'échanger avec notre invité qui est là, ce monsieur Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Unité nationale PUNA, dont l'autorité morale est monsieur Élisée Bokomwana. Avec lui, nous allons aborder une kyrielle de sujets relatifs à divers faits liés à l'actualité. Voilà, monsieur Raphaël, bonsoir. Bonsoir, Maman Adèle. Je veux d'abord présenter au nom de la famille politique PUNA, au nom de la famille biologique Bolikango, nos sincères condoléances avec cet événement assaillant qui a coûté la perte de votre géniteur, Papa Faustin Ilunga. Merci. C'est la vie, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Je vous exhorte à beaucoup de courage et à continuer votre travail et que la famille essaie un peu de se ressasser. Voilà, merci, ça me va droit au cœur. L'actualité reste dominée par l'Assemblée nationale où une nouvelle commission a été mise en place devant élaborer les règlements intérieurs après la validation de pouvoir de députés. Il y a aussi cette nouvelle où l'ère de choix a sonné. Les membres du gouvernement qui sont dans des cas d'incompatibilité vont décider, sans oublier l'informateur qui poursuit ses consultations. La grande nouvelle dans cette émission, c'est la célébration du 42e anniversaire de la disparition de Jean-Didier Bolikango, fondateur de la PUNA. Voilà un peu ça. Fondateur du PUNA et un des pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui a vraiment participé aux assises de la table ronde de Bruxelles, janvier-février 1960. Voilà, 42 ans après, jour pour jour, nous quitter Jean-Didier Bolikango. Qu'est-ce qui reste de lui? Qu'est-ce qu'on peut garder encore de lui? Oui, Madame Adèle, Papa Jean-Didier Bolikango est un des personnages indéniables de la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. D'abord, dans le domaine de l'enseignement, il est un des 5 premiers moniteurs congolais qui furent formés par le père Raphaël de la Quétule, celui qui a vraiment bâti la ville de Kinshasa. Vous avez l'exemple des stades des martyrs, des écomoraphes. Tout ça, c'était les œuvres de Père Raphaël de la Quétule, de la DAPES. Et, en matière sportive aussi, et aussi en matière socio-culturelle, il a eu le 2e prix littéraire Monzéné Mabé à Gand, en Belgique. Et dans sa vie professionnelle, en tant qu'enseignant, il a dû dispenser des cours de sociologie à l'université de Gand en Belgique, sous la coordination du professeur Bursen. Et il faut savoir aussi, ça c'est une exclusivité, Papa Jean-Didier Bolikango est le premier Congolais à participer, l'unique Congolais qui a participé au gouvernement colonial, le gouvernement Congo-Belge, Rwanda-Urundi, en sa qualité de commissaire général adjoint à l'information. C'est tel le cas de Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, comme Léopold Senghor au Sénégal. Donc, Papa Jean-Didier Bolikango est une des éminentes personnalités de la République démocratique du Congo qu'on peut démontrer ici. Et il faut savoir aussi, au niveau de la table ronde de Bruxelles, qui a couché l'indépendance de notre pays, la souveraineté que nous avons la dignité de diriger aujourd'hui par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a participé, il était le réunificateur. Et point n'est besoin de le dire que même la date du 30 juin 1960 a été... c'est lui qui a proposé cette date-là. Et c'était un des premiers challengers. C'était un challenger de président Joseph Kasavubu. Mais M. Raphaël Bolikango, au niveau de votre parti politique, vous vous organisez exactement comment pour parachever son œuvre, pour l'immortaliser davantage? Oui, au niveau de la famille politique, Maman Adèle, vous savez que le parti PUNA, c'est un parti avant-gardiste qui a été créé en mars 1960 et qui a participé aux élections
à toutes les élections qui se passent en République démocratique du Congo depuis 1960 à ce jour. C'est un exemple de pacification politique. Et jusqu'à ce jour, le parti Puna existe. C'est vraiment un acquis que le père de l'indépendance, Jean-Didier Bodikango, a laissé à la population congolaise. Et surtout, vous savez, la devise de notre parti, c'est paix, justice, travail, et la dénomination qui dit même parti de l'unité nationale, c'est-à-dire c'était un fervent épris de paix qui a conjugué ses efforts pour que le Congo soit un et indivisible. Aujourd'hui, vous voyez que le Puna, en 1960, nous avons eu autant de députés nationaux que provinciaux, des sénateurs, même des membres du gouvernement, soit du premier gouvernement Lumumba. Aujourd'hui, à ce jour, le Puna a un regain de forme sous la conduite de l'autorité morale Élisée Boukoumana Maposo. Vous savez, dans les dernières élections ici, nous comptons positif parce que nous avons 3 députés nationaux, 8 députés provinciaux, nous avons autant de conseillers communaux et bientôt nous aurons autant de sénateurs, même de gouverneurs de province, c'est-à-dire que les adeptes politiques de Papa Jean-Didier Bodikango, la famille biologique, la famille politique, nous sommes en train de concourir tous nos efforts pour que nous essayions un peu de redorer la place de Puna. Voilà, on peut connaître exactement la particularité de cette célébration, pas des routines, j'espère, il y a eu quand même une particularité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette célébration? Oui, vous savez que, comme je l'ai dit à l'entrée de l'émission, que Papa Bodikango était un fervent catholique. Il y a eu quand même un absoute par Abbé Daniel de la congrégation de Fatima, à laquelle qui a exorcé, qui a encouragé nous, les descendants de Bodikango, de continuer à afficher l'attitude que Papa Bodikango a eu à mener pendant sa vie professionnelle que politique. Surtout que nous devons tout faire pour que le Congo soit uni et prospère, et il faut que nous évitons les intérêts particulier et avantager l'intérêt général. Mais vous ne déployez pas des efforts pour que Jean-Didier Bodikango soit décoré ou qu'il puisse bénéficier quand même d'un titre honorifique au-delà de tout? Oui, Mamadel, quant au des titres honorifiques de son vivant, il en a eu autant, voire même la médaille de Saint-Bénémérite de Pape Paul VI, autant de médailles de bravoure à l'époque coloniale, et il a été aussi commandeur de l'ordre national de Léopard. On peut aller plus loin jusqu'à être élevé au rang des héros. Là, c'est les démarches qui sont en cours, parce que la qualité, les vertus que Papa Bodikango a contenues dans sa vie lui vaut un héros, parce que et il faut dire que la moralité, l'éducation populaire était un de ses leitmotifs, et le temps ne me permet pas de tout dévoiler ici, de tout déballer, mais j'ai dit que Papa Bodikango répond aux critères d'un héros de la République démocratique du Congo, et je pense que, comme je vous ai dit la dernière fois, les démarches sont en cours, les paniers circulent. Je pense que nous trouvons gain de cause pour que Papa Bodikango soit publicité comme un héros, à l'exemple de ses pères, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, même le cardinal Malula, qui fut un de ses élèves. Voilà, ça vaut son pesant d'or. Voilà. Les démarches continuent. Merci beaucoup pour cet éclairage, M. Raphaël Bodikango, secrétaire général du Parti de l'Unité nationale Puna. Nous allons parler, évoluer dans cette émission. Le 23 décembre 2023, c'est déjà passé. C'est la date prévue pour la tenue des élections. Le président élu est déjà à pied d'œuvre, ainsi de suite. Mais quelle lecture faites-vous de la session de notre pays après les élections de 2023? Oui, le côté positif pour moi d'abord, c'est que les cycles électoraux
le processus électoral en République démocratique du Congo. Nous sommes maintenant à notre 4e cycle, c'est-à-dire que nous avançons, nous gravitons vers l'esprit démocratique parce que nous consolidons, nous avons consolidé les quinquennats 2006, 2011, 2018 et 2023. Nous prenons un élan de démocratie pluraliste et d'alternance au pouvoir. Je pense que ça va continuer ainsi. Et ce que je peux retenir par rapport au scrutin de 20 décembre 2023. Mais quant à son application, moi j'étais aussi candidat, oui, mais je vous dirais sans alternement que c'était une élection des jokers. Une élection des jokers. Il fallait être un joker. C'est comme dans les jeux de cartes. Il y a plusieurs jeux de cartes, mais les élections de 20 décembre 2023, c'était comme un pic méchant, comme je peux dire, le pic méchant. Donc il faut s'en tenir, voilà. Il fallait s'en tenir. Mais c'est déjà passé. Ceux qui ont gagné ont gagné. Ceux qui ont perdu, ce n'est qu'une alternative de 5 ans. Je pense que rien ne sert de la salle. Voilà, le président. Il faut reprendre le poil de bête. Le président qui a renouvelé son pouvoir, Félix Tshisekedi, est là. Voyez-vous en lui cet esprit de vouloir décoller bien sûr avec le pays, ou bien stagner, ou bien reculer? Bon, d'abord, pour le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est le descendant biologique et politique du sphinx de Limete, Dr Étienne Tshisekedi. Vous savez que le slogan que Papa Étienne Tshisekedi a laissé, c'est « Le peuple d'abord ». Et s'il faut décortiquer la dénomination de leur parti politique, UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, nous parlons, il y a l'union, il y a la démocratie et le progrès social. Ça compile quand même le quotidien, le bon quotidien de la population, mais ce sont des aveux. Il faudra beaucoup s'y mettre. Mais pour les gens, Félix, je pense que je suis convaincu qu'il est dans cette ligne droite, mais il est contraint par beaucoup de situations alarmantes, catastrophiques qu'il a trouvées à son avènement de pouvoir. Mettre en place son pouvoir, ça a été un problème avec le FCC cash, et aussi là, le premier mandat finissant, on est toujours buté avec cet éternel problème de guerre de l'Est, de conflit de l'Est qui perdure depuis le maréchal Mobutu. Je pense qu'avec beaucoup de vision, on pourra atténuer cette situation pendant son deuxième mandat. Je pense que les stratégies militaires et politiques sont en marche. Voilà, ça brûle à l'est de la RDC. Nous tous, de loin, on peut voir cette flamme qui inquiète plus d'un Congolais. Et la communauté internationale donne l'impression de faire la sourde oreille, ainsi de suite, malgré les mouvements de protestations, ainsi de suite, des menaces devant les ambassades, ainsi de suite. Ça n'aboutit pas à des résultats souhaités. Qu'est-ce qu'il faut encore faire davantage pour soulager tant soit peu les calvaires de la population de l'Est et pourquoi pas de toute la population de la République démocratique du Congo? Parce que nous sommes tous préoccupés par cette réalité qui perdure. Mamadel, je pense que ça fait 2 ans sur ce plateau d'Antenne A, on est toujours en train de marteler sur cette situation de l'Est. Nous avons évoqué beaucoup de solutions à envisager. Je pense que c'est en marche. Nous avons proposé au chef de l'État en son temps d'essayer de faire la mutation des commandements militaires, et je pense qu'il va de soi aussi que l'état-major des forces des FARDC soit disposé au niveau de Bukavu, parce qu'on en parle depuis longtemps que l'état-major militaire doit être au niveau de Bukavu. Je pense que ça doit quitter Kinshasa, parce que même depuis le président Joseph Kabila, on parlait toujours que l'état-major général militaire doit être à Bukavu. Mais je pense maintenant on doit appliquer, rien ne sert que l'état-major général reste à Kinshasa, autant que la police, les services de renseignement peuvent contenir la ville de Kinshasa, mais les unités combattantes et leurs
leurs chefs doivent s'installer au niveau du Bukavu. Ce que moi je pourrais ajouter, c'est bien cela. Et nous avons dit que les stratégies sont multiples. Il faut toujours que le chef de l'État continue. Il y a la diplomatie, il y a la politique. Dernièrement, ils ont été au mini-sommet de Addis Abeba, malgré que ça a accouché d'une souris. Mais toutefois, on évolue parce qu'il y a toujours l'envie, à ce que je retienne de ce que le président Azali Assoumani d'un pays de la SADC a dit. Il y a l'envie de collaborer, de coopérer. Mais cette coopération-là, madame, les spécificités de cette coopération doivent être adéquates. Parce que même comme tel que nous sommes là, s'il y a les voisins qui entrent dans notre parcelle, dans votre parcelle, est-ce que faudra-t-il négocier avec... dans nos quartiers, faudra-t-il que le voisin négocie avec lui dans notre parcelle, ou on doit d'abord le prier de sortir de la parcelle et d'aller peut-être au niveau du bureau ou bien d'arranger ça en dehors de la parcelle. Mais négocier en étant torpillé, bon, je n'entends pas de cette oreille. Malgré tout, Maman Adèle, la politique est dynamique. Si nous rétrogradons un peu aux histoires des guerres qui se sont tenues à travers le monde, je pense que même la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ça a pris fin pas au coup de feu. Monsieur Raphaël ça a pris fin autour d'une table. Vous n'allez pas me contredire, nous attendons tous impatiemment la formation du prochain gouvernement du second mandat de Félix Tshisekedi le mois prochain, bien sûr. Mais en attendant, l'informateur désigné, Monsieur Augustin Kabouya, est en train de faire son travail. Il est à pied d'œuvre. Un travail qui est salué par vous personnellement. Vous trouvez qu'il est en train de faire un travail de qualité, parce qu'on parle déjà de la poursuite de ces consultations? Oui, premièrement, je m'en félicite de toute la bande de l'Union Sacrée, laquelle on a concouru pour que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, soit réélu. Et le cas était latent, qu'il a été réélu à 73%. Donc ça, c'est vraiment... nous devons nous féliciter à cela. Qu'à cela ne tienne, nous sommes à l'étape de l'informateur, et l'informateur choisi, c'est vraiment la personne indiquée, parce que je vous dis que le secrétaire général Kabouya a commencé l'information, la qualité d'informateur. Il s'est revêtu de cela depuis longtemps au niveau du DUPES et des partenaires politiques. Il en fait. Nous, l'FPAU, nous rassurons de ça, que vraiment l'informateur Augustin Kabouya est à sa place. Et il en a fait et il continue à le faire. Et je pense qu'il est secrétaire général du DPS. Et malgré le choix a été fustigé aussi par d'aucuns. Ouais, mais je vous dis que le chef de l'État ne peut mettre que quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance qui rend littéralement les contenus des renseignements et des ententes préconisées. Alors, Augustin Kabouya, c'est l'homme de confiance du chef de l'État, et c'est le patron de l'UDPS. Je pense qu'il va tenir, il tient bon. Je pense qu'il y a déjà 4 journées qui sont déroulées. La dernière délégation, c'était hier. J'ai vu le président de l'UNC, Vital Kamerhe, qui s'est rendu hier. Mais voilà, c'est une bonne chose déjà, parce que quelque part... Ça ne sera pas du copier-coller avec le comportement du FCC? Non, à première vue, c'est l'Union Sacrée. Ils ont pactisé ensemble. Nous étions à Pullman. C'est un pacte d'une grande frange de la population. Je pense que n'empêche qu'il y ait quand même des desiderata des uns et des autres. Mais le secrétaire général de l'UDPS, qui est l'informateur, il va compiler ça et ce sont les forces en présence. Le peuple congolais, il faut tenir compte des quotas la population, et des pourcentages de réussite des uns et des autres. La population a fait confiance à Félix Tshisekedi. Lui également, il doit
rendre l'ascenseur à cette population, améliorer le social des Congolais, qu'il y ait un gouvernement décent qui arrive à soulager tant soit peu le calvaire de la population à tous les niveaux, qu'il y ait un changement, les changements puissent intervenir à tous les niveaux. Mais à la lire d'organiser les choses, ainsi de suite, est-ce que vous ne voyez pas que les pays risquent de stagner, qu'il n'y ait pas de nouveautés? C'est ce que la population décrit, la manière de procéder. N'est-ce pas que le chef de l'État pêche en procédure? Madame Adèle, vous savez que nous sommes dans une démocratie électiste, issue des élections. Vous savez qu'on ne peut pas s'en départir. Parce que ceux qui ont été élus au suffrage direct, c'est l'émanation de la population. C'est-à-dire, ils représentent la population. Les élus provinciaux que nationaux, ils représentent la population. Donc, ce n'est que dans ce groupe-là qu'on peut prendre en considération les vrais répondants de la population. Et je pense que la population, par rapport à ces élections, la population était regardante. Il a quand même essayé un peu de tamiser, hein, cette fois-ci. Hein. Ils ont tamisé les électeurs, ceux qui sont là. Je pense, mais c'est difficile d'un coup de renouveler la classe politique. Je pense que d'une façon graduelle, la classe politique est en train d'être renouvelée et que les électeurs, les élus tiennent compte, ceux qui ont été sur le terrain, et remarquent cette fois-ci qu'il y a eu des sanctions au niveau de la population. C'est pas que si la population jette le dévolu sur vous et que pendant les 5 ans, vous devez faire du tralala, mais ils vous attendent au tournant après les 5 ans. Ces consultations vont favoriser le climat des affaires, vous pensez? Parce que apparemment, ce sont les mêmes choses, des mêmes exercices passés, ainsi de suite. Donc, on aura des mêmes politiciens, apparemment, qui n'ont pas donné les meilleurs d'eux-mêmes pour l'intérêt de la population, comme le devise de l'UDPS le répète, le peuple d'abord. C'est qu'on ne voit que de mêmes personnes, les personnes que la population a déplorées, ainsi de suite. Est-ce que le chef de l'État, de plein pied, il ne peut pas prendre cette autorité, c'est lui des garants de la nation, changer tout complètement, tout s'imposer pour l'intérêt de la population, pour que le pays puisse ne fût-ce que décoller? Madame, nous avons deux aspects à distinguer. Les élus, issus des élections de la population, le président ne peut pas s'en découdre avec eux. Il doit composer avec eux seulement et il doit imposer son programme de gouvernement au niveau de l'Assemblée qui doit investir et que ce n'est qu'au niveau du cabinet du chef de l'État et dans les postes nominatifs que le chef de l'État peut imprégner, insinuer des nouveautés. Mais au niveau des élus, il ne peut que travailler avec ces élus en les attirant, en les poussant à pactiser avec lui, à appliquer sa vision par rapport à son programme quinquennal, comment il entend. Monsieur Raphaël Boligambo, une question d'un téléspectateur. Qui induit exactement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en erreur? Apparemment, c'est comme s'il dit une chose et son contraire. Dans ses discours, ce sont des discours convaincants, mais après, c'est autre chose. Qui envoûte le chef de l'État? Madame, il est impossible, presque difficile de situer ou bien de dénoncer les personnes qui parce qu'il n'est pas à l'encontre du chef de l'État. Vous savez que la politique est dynamique et surtout que pendant cette période où nous avons pas, il faut le dire, la République démocratique du Congo n'est pas stable, donc c'est une dynamique, nous bougeons par-ci par-là. Vous voyez même l'application de la loi des finances. Parce que ce mandat-ci, c'est sa dernière carte, sinon il va louper la confiance de cette population. Mais la guerre de l'Est impacte toujours la positivité de l'applicabilité du programme du gouvernement. Parce qu'avec cette guerre de l'Est, le programme du gouvernement est toujours bougé, est toujours mis en
en éternel recommencement parce que ça suscite des dépenses d'urgence. Vous voyez que c'est un peu difficile, mais je pense que la priorité pour le deuxième mandat du chef de l'État, nonobstant l'assiette du peuple, il faudra que nous en terminions avec cette guerre qui est en train de mettre des bâtons sur les roues pour que les roues du gouvernement aillent à bon terme. Voilà, nous allons évoluer dans cette émission avec le secrétaire général du Parti de l'Unité nationale. Il s'agit de M. Raphaël Bolikango, qui est géographe, aménagère, beaucoup de responsabilités. Ce mardi 20 février 2023 marque la fin du délai de 8 jours accordés aux nouveaux députés exerçant un mandat public incompatible. L'heure des choix a sonné, n'est-ce pas, M. Raphaël Bolikango? Parce que jusque-là, apparemment, 3 membres concernés du gouvernement Samalo Kondé ont déposé sur une trentaine qui ont rendu les tabliers, Il s'agit du VPM Caméré, Jean-Pierre Liaou et les vice-ministres Crespin, ainsi de suite. Vous dites quoi par rapport à cette contrainte? Moi, personnellement, je n'agite pas parce que j'ai eu l'occasion d'être au bureau d'âge de l'Assemblée nationale de 2018 avec le doyen d'âge Maloka. C'est toujours dans la procédure du bureau d'âge et dans cet état de lieu, c'est toujours pareil. Les 8 jours sont là. Mais il y en a qui... Ils ne se prononcent pas, c'est ça les problèmes. Mais ça ne pose pas de problème parce que chacun a sa carte à jouer. Peut-être ceux qui ont des options au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être pour être au bureau de l'Assemblée provinciale, optent pour l'Assemblée nationale. Bon, il y a aussi des personnes qui ont quand même la confiance du chef de l'État ou bien aussi qui ont leur carte à jouer parce qu'il faut savoir aussi, Maman Adèle, qui a le Sénat. Rien n'empêche que quelqu'un opte pour le gouvernement et il se présente aussi au Sénat. Et ce n'est qu'après le Sénat qui va être installé, je pense, mi-avril ou fin avril, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va encore se prononcer. Nous savons des gens qui ont été sénateurs, qui sont au gouvernement maintenant. Alors, malgré qu'ils sont sortis députés nationaux, ils peuvent se maintenir sous gouvernement, ils vont jouer leur carte au niveau du Sénat, aussi longtemps que s'ils sont dans des partis politiques ou des regroupements politiques qui regorgent des députés provinciaux. Ce sont des cartes à jouer. Parce que si je vois en 2018, je ne cite pas le nom, il y en a qui sont sortis députés provinciaux, députés nationaux, sénateurs, et pour se retrouver membre du gouvernement, c'est toujours pour battre gros et pour un peu gonfler les rangs de son parti politique lorsqu'on est leader. Rendre le tablier pose problème aux députés incompatibles en République démocratique du Congo, alors que c'est un ordre qui devait tempérer. Tel n'était pas le cas, parce que je le vois encore à l'époque de Joseph Kabila, c'était du tic au tac, mais maintenant là ça pose problème. Ils ne veulent pas rendre le tablier. Cette résistance, ça prouve à suffisance qu'il y a encore un grand travail à faire, que l'autorité morale donne un mot d'ordre et l'exécution pose problème. Ça montre qu'il y a un grand travail qui reste à faire. Non, Maman Adèle, ne accentuons pas de nos commentaires de la négativité. Le dernier jour du délai, c'est aujourd'hui jusqu'à minuit. Attendons voir. Ils ne sont pas hors délai. À peine 3 sur une trentaine. Mais c'était hier. Mais aujourd'hui, tel que nous sommes là, ça continue. Donc, maman, attendons jusqu'à minuit. Et vous allez voir, la liste sera non exhaustive et pour la plupart. Mais ceux qui ont des cartes à jouer, qui savent qu'ils ont gain de cause au niveau des Sénats, qu'ils ont des grands électeurs dans leurs ensembles politiques, ils peuvent se maintenir au gouvernement. C'est une stratégie. C'est un problème de stratégie et de confiance au chef de l'État. Les dirigeants africains n'ont pas honte, ils n'ont pas cette culture de démissionner. Quoi qu'il en soit, le niveau de la honte ou de la perte de vitesse, tout ça là, cette réalité trouve sa place. Nous sommes en Afrique dans l'apprentissage de la démocratie. Vous savez, dans nos traditions, nous étions dans des monarchies héréditaires.
Il en est même jusqu'à aujourd'hui. Et même chez vous, au Kasaï, même chez nous, dans les Grands Équateurs, les chefferies demeurent. Il y a toujours des pouvoirs qui se succèdent de père en fils dans un même circuit familial. Donc déjà, c'est une tradition africaine, maman. Donc c'est contrairement aux traditions occidentales. Donc moi, je trouve que nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie occidentale. Je ne condamne pas pour autant que les membres du gouvernement ne sont pas hors délai pour opter leur obédience. Voyons voir jusqu'à demain, madame. Voilà le gouvernement attendu par d'aucuns, mais avant la mise en place ou la formation de ce gouvernement, il y a des plateformes qui sont en train de voir le jour, entre autres la plateforme dirigée par Vital Kamerhe, fustigée en quelque sorte cette existence qui vient fragiliser l'union sacrée de la nation. Il y a éclatement de l'union sacrée, il y a des sous-plateformes, tout ça là, ça cache quoi? Madame Adèle. Vous justifiez ça comment? Madame Adèle, la moisson RDC est grande. Et il y a des semences pour tout le monde. Mais cela n'empêche, nous avons déjà 25-26 provinces, et cela n'empêche qu'il y ait des groupes, des groupuscules, des groupes d'action, des groupes de pression au sein même de l'institution, Parlement. Même en Europe, il y en a toujours. Moi, je pense que si les uns ont fait des groupes d'action, c'est question de se regrouper parce que l'unité dans la diversité n'est pas mauvaise. N'est pas mauvaise, parce qu'il ne faut pas que nous soyons toujours au monoson. Il faut beaucoup de sons de cloche, mais pour autant que ça converge sur un centre de gravité. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Le PCR de Vital Kamerhe, mais hier, ils ont été reçus par l'informateur Augustin Kabouya. Et je pense qu'on a perçu, vous avez vu l'autorité morale Élisée Boukouana, qui est membre du cabinet de l'informateur avec l'honorable Amis Makutano. Mais je vous dis déjà que lorsque vous voyez Élisée Boukouana dans ce groupe-là, c'est une confiance du chef de l'État, c'est une confiance de secrétaire général du DPS, et que moi je parie que l'autorité morale Élisée Boukouana, c'est un grand rassembleur et que il va tenir bon, il sera d'un bon appui pour la réussite de la mission de l'informateur, le secrétaire général Augustin Kabouya. Et qu'ils vont ratisser large afin que le rapport que l'informateur va rendre au chef de l'État soit un rapport efficient qui démontre sans embâche, sans atterrement que c'est vraiment cette valeur ajoutée à l'UDPS qui va concourir à ce que le quinquennat du chef de l'État soit appliqué dans son programme qui sera investi par les deux chambres réunies. On peut connaître, selon vous, selon M. Raphaël Bolikango, le portrait robot du Premier ministre, du prochain Premier ministre, chef du gouvernement du second mandat de Félix Tshisekedi? Bon, pour moi, le portrait du Premier ministre, d'abord, ça ne va pas être un Premier ministre qui reste au bureau. Il faudra qu'il laisse la place à chaque ministre, qui soit chef dans son département, que les instructions du chef de l'État, en tant que chef de gouvernement, le Premier ministre, il doit suivre ça de près et être comme un superviseur. Il ne doit pas plonger dans un secteur donné. Et priorité, je pense, la priorité du Premier ministre ici, c'est d'abord réunir les moyens financiers, aussi avoir une bonne diplomatie, une diplomatie agissante au niveau des opérateurs économiques, et aussi vraiment tenir l'œil et à donner un appui logistique aux forces de défense de la République, au ministère de la Défense nationale, pour terminer avec cette affaire de la guerre de l'Est, et Ituri, Nord Kivu, donc on doit vraiment être plongé, avoir tout l'armada, mettre toutes nos forces, les forces en présence pour que nous déboutons, nous
nous devons extraire cette... Voilà. Cette bande des malfrats qui sont en train de déranger le peuple congolais dans son périmètre. Merci pour cet éclairage. Alors que l'opposition est camponnée à sa position, mais il y a ceux qui sont allés plus loin jusqu'à proposer au chef de l'État, bien qu'il soit réélu, pourquoi pas penser à un dialogue qui va réunir autour d'une table Corneille Nangaa, par exemple, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, ainsi de suite, et inviter, par exemple, le président rwandais pour essayer un peu de parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Non, Maman Adèle, on ne doit pas mélanger les deux. S'il y a un débat national, là, ce sera entre Congolais. Mais je pense que le président Félix Kamela, oui, la radio peut tout raconter, mais je pense que le président Félix, tel qu'il est là, et il est en collaboration, et je pense que la communication avec le président honoraire Joseph Kabila, je pense que ça passe. Il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y a un froid entre les deux. Mais ce sont, et pourquoi pas aussi avec le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui est à la tête d'une rébellion. Corneille Nangaa, Maman Adèle, je sais que vous revenez plus souvent sur Corneille Nangaa depuis plusieurs émissions ici, mais Corneille Nangaa a rejoint la rébellion. Corneille Nangaa, nous le prenons en compte de la rébellion, mais quelqu'un qui est à la rébellion, nous le prenons en bloc comme des belligérants. Donc, mais pour le débat national, avec les opposants politiques pacifiques qui ont une vision pour que le Congo soit prospère, je pense que, vous voyez même plusieurs candidats qui ont été malheureux, candidats président de la République qui ont été malheureux, nonobstant qu'ils ont été désolés, mais la plupart, habités d'un esprit de patriotisme, sont en train d'être en pourparlers avec le chef de l'État. Et d'ailleurs, j'ai vu quelques-uns aller être en consultation avec l'informateur. Donc, je pense que le cas de Corneille Nangaa, Maman, tant qu'il est belligérant, on le prend comme un belligérant et on ne peut pas encore trop s'attarder sur des gens comme Corneille Nangaa. Il n'aura que ses yeux pour pleurer dans les jours qui viennent. Voilà, parce qu'on parle de l'actualité, dans cette émission, nous allons évoluer. À la Chambre basse du Parlement, une nouvelle commission a été mise en place devant élaborer les règlements intérieurs. C'est après la validation de pouvoir de députés. Ça va vite? Oui, par rapport... nous qui étions au bureau provisoire de 2018, on a pris 4 mois dans l'ensemble, parce qu'il y a eu d'abord le doyen Kyungu qui a été là, il est parti à Lubumbashi, et puis nous avons travaillé avec le doyen Maloka. Il y avait même le DIRCAB, le VPM Liaou, qui nous avait aidé aussi, parce qu'il était d'abord un grand DIRCABA au niveau de l'Assemblée nationale. C'est toujours la règle pendant le bureau provisoire, après la validation des mandats des députés nationaux, on retouche toujours le règlement intérieur. En 2018, si je me rappelle, il y a quelques points qui ont été retouchés. Il y avait au moins, à l'époque, il y avait, je pense, 8 grandes commissions, mais en 2018, ils sont passés à 10 grandes commissions. On a ajouté la commission d'aménagement, il y a eu aussi la commission des suivis et des décisions. Et puis, il y a quelques points quand même par rapport à la gestion administrative de l'Assemblée nationale qui sont un peu touchés. Alors cette fois-ci, nous allons attendre ce que la plénière, ce que les députés vont revendiquer, vont donner comme desiderata, et que ça sera mis à la plénière pour décider s'il faut retoucher quelques articles. Ça, c'est vraiment une commodité au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas du nouveauté. Voilà, Commission électorale nationale indépendante, CENI, son bureau a fait son travail, bien qu'il y ait des contestations, ainsi de suite. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, le juge de cette Cour reste dans les viseurs de candidats déclarés coupables par la centrale électorale. Bon, là aussi c'est un problème. D'abord, je voudrais terminer par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, ça va être transmis au niveau de la Cour constitutionnelle qui va établir de la conformité de ces textes. Mais quand vous abondez
le problème de la Cour constitutionnelle, des juges de la Cour constitutionnelle. Je vais compléter mon idée parce que selon, à ce que je sache, le péché de la Cour constitutionnelle serait simplement le fait d'avoir imposé le respect strict de procédures et des textes dans les traitements de contentieux des élections législatives. Oui, Jean-Louis, je suis là à la page, c'est-à-dire là, par rapport aux invalidés de la CNI, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétent parce que dans la logique de la loi, la Cour constitutionnelle devait seulement examiner les cas des contentieux issus du résultat provisoire lui transmis par la CNI. Alors, pour autant, dans cette liste des résultats provisoires transmis à la Cour constitutionnelle par la CNI, les 80 quelques invalidés ne figuraient pas. Donc, on ne pouvait pas tabler sur ça. C'est pour ça, la plupart, tous les cas, je pense, ça a été recevable et non fondé. Mais je pense, parmi les invalidés, il n'y a qu'une seule personne, peut-être, qui a été reconduit au niveau de la CNI. Il était quand même malin. On parle de Kalumba. Kalumba qui a fait sa requête au niveau de la CNI et la CNI a revu, lui a donné quelquefois raison, il a été établi, la seule personne. Donc je pense qu'il fallait être au niveau de la CNI pour que la CNI reprenne d'abord votre nom pour être transmis au niveau de la Cour constitutionnelle. Bon, là c'est déjà une page tournée, recevable et non fondée. Ils ne peuvent que essayer d'envisager d'autres alternatives, des scrutins autres que ceux qui sont passés. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. En guise de message particulier, nous sommes à l'aube de 2024. Comment se porte le Parti de l'Unité nationale PUNA? Vous avez 10 secondes pour ça et pour nous donner votre message conclusion, message chute en quelque sorte. 10 secondes également, ce qui fait 20 secondes. Merci Madame Adèle pour cette opportunité encore. Pour le Parti de l'Unité nationale, pour le moment, nous sommes en regain de forme et je pense que le mot de l'autorité moralisée Bokoumouana est entré à plus d'un commun de mortels, que nous sommes à l'unisson, nous travaillons dans la paix et que nous sommes en train de marcher à l'avant, de l'avant, pour que nous contribuions efficacement au mandat d'abord du chef de l'État et aussi pour la prospérité de la République démocratique du Congo telle que l'a prôné les pères de l'indépendance en 1960. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention, intérêt, vous téléspectateurs. Nous remercions la chaîne de référence Antena pour ces programmes et pourquoi pas les héros dans l'ombre. Nous vous remercions aussi énormément et ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion c'est le samedi à 13h. Nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre émission. Et beaucoup de courage, Maman Adèle, pour les cas qui... Voilà, merci, j'avais perdu mon père. Je vous félicite. Vraiment, reprenez courage. Nous tenons bon les coups. Bonsoir et à la prochaine.